L'échiquier international, soyez les bienvenus. Et cette inquiétante nouvelle de la journée, seulement inquiétante pour l'heure, l'Iran, un hélicoptère de la présidence impliqué dans un accident dans le nord-ouest du pays. Le président Raisi est l'un des passagers ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Emir Abdullahian. Pour l'heure, le président demeure introuvable. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Malgré la nuit tombée et la pluie, le lieu de l'accident demeure très difficile d'atteinte. En plus d'être dans une région montagneuse, on sait que l'incident a eu lieu dans une zone montagneuse près de la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. On fait le point et on tente d'en savoir un peu plus durant notre rendez-vous du jour. Début des échanges dans une poignée de secondes. Et puis on décortique l'actualité brûlante de la journée, même des jours précédents, avec des analyses en amont. Et j'ai le plaisir de recevoir Badis Khnissa, justement, qui est expert en relations internationales et spécialiste des questions géostratégiques, qui est avec nous depuis Paris. Badis Khnissa, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Badis, je le disais dès l'entame, un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raisi ainsi que 4 autres responsables, dont le ministre des Affaires étrangères, a subi un accident non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan, environ 600 km au nord-ouest de Téhéran. On aurait localisé donc la zone de l'accident, sauf que c'est une zone, je le disais, montagneuse, difficile d'accès, avec des mauvaises conditions météorologiques. Les informations sont pour l'instant très difficiles à éclaircir à l'heure où nous parlons. Donc la prudence est de mise, mais il ne serait pas exagéré de dire que c'est toute une région, c'est tout un Moyen-Orient qui en ce moment même a le souffle un peu, on va dire, difficile concernant le sort du président Raisi. Tout à fait, vous l'avez très bien résumé. Je pense que la région et même le monde, puisque les États-Unis aussitôt avaient déclaré qu'elles suivaient de très près ce qui se passait en tout cas autour de cet accident d'hélicoptère du président iranien. Donc oui, la région retient son souffle et pour cause, parce que vous le savez pertinemment, on ne peut pas décorréler les évolutions dans cette région, notamment de cette ampleur-là, puisque même si les causes et les raisons évoquées pour l'heure, en tout cas je prends ça avec des pincettes, ce sont des causes dites de conditions météorologiques, donc naturelles, voire même techniques au vu justement du modèle d'hélicoptère utilisé par la présidence iranienne. Ceci étant, bien évidemment, pour ne pas, faire des plans sur des comètes, restons mesurés. Ceci étant, tous les yeux de l'Occident notamment et du monde, et notamment de la région dans une relation directe, sont, focus, sont concentrés sur les résultats de ces investigations, mais surtout cette recherche, puisque vous l'avez rappelé à juste titre, que les recherches sont toujours en cours, et ce sont des recherches très difficiles. D'ailleurs, au-delà du propre aveu de certaines sources, autorisées, notamment de l'État de l'Iran, ont évoqué qu'effectivement, il y a une issue incertaine, probablement au vu notamment de la zone géographique, mais aussi de la zone hostile, puisque, rappelons-le, c'est une zone assez froide, assez humide, dont les conditions, notamment pour un président comme le président iranien, seront très difficiles si elles sont amenées à se prolonger, notamment dans ces conditions. Donc, je reviens sur cette région aussi, qui est une poudrière à ciel ouvert et qui aussi aujourd'hui, voit d'un œil très près justement ce qui se passe là-bas et notamment les Occidentaux à leur tête des États-Unis de leur propre aveu. En effet, donc une zone qui concentre tellement de regards, on l'a dit, donc les recherches sont difficiles à cause des intempéries, sans parler d'une zone montagneuse, au moins 40 équipes de recherche rapide sont en train d'effectuer des investigations. Alors il s'agit d'identifier l'endroit où l'incident a eu lieu. 8 ambulances ont été envoyées vers les lieux également. Le dernier endroit où le GPS de l'hélicoptère était actif se trouverait près de la mine de cuivre de Songun. Donc c'est sur la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. C'est le garde du corps du président qui aurait envoyé des coordonnées à l'aide d'un système de suivi spécial.
il y a environ, il y a 2-3 heures, c'est pas très précis, mais en tout cas, depuis, il y a une session d'urgence au Conseil suprême iranien de sécurité nationale qui a eu lieu en présence du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Donc, c'est un indicateur, c'est un indicateur qui ne trompe pas. L'Iran est déjà entré dans une situation exceptionnelle. Le pays tout entier est entré dans une situation exceptionnelle, Badis. Absolument. Ce qu'il faut rappeler que l'Iran est un État qui est préparé à ce type de scénario, faut-il rappeler, au vu justement de son rôle dans la région, mais aussi au vu de, je dirais, les attaques et l'hostilité, notamment de l'Occident, à son encontre. Rappelons-le que c'est un État qui subit des sanctions depuis quelques années, notamment la 2231 de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis. C'est un État qui du propre aveu de Trump, Donald Trump, c'est un État maître négociateur, donc il est intermédiaire dans plusieurs dossiers chauds. C'est un État aussi qui prend de l'ampleur dans la région. C'est un État qui pourrait faire le chaud et le froid dans la région, notamment avec les Houthis et notamment sur le détroit, du Yémen. Donc, il faut rappeler que l'Iran est un État aussi, je dirais, qui est assez stratagème en matière de ses relations, ce choix de ses alliés notamment. Et nous l'avons vu récemment avec un marathon diplomatique. Et d'ailleurs, à ce propos, cet incident est intervenu lors du déplacement du président iranien pour l'inauguration du barrage en Azerbaïdjan oriental. Donc, il faut aussi revenir peut-être au modèle de gouvernance de l'État iranien qui s'articule autour de deux segments principaux, deux axes principaux, pardon, qui sont le guide, comme vous l'avez rappelé, avec son gouvernement, entre parenthèses, mais aussi les gardes de la révolution, donc les gardiens de la révolution, pardon. Donc, il y a des alternatives. Il y a, je pense, tous les scénarios aujourd'hui, en tout cas ce soir, sont posés sur la table. Ceci étant, cela en rien ne pourrait apporter atteinte ou fragiliser d'une manière ou d'une autre l'approche de l'État Iran en tant qu'État, en tant qu'entité politique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont aussitôt, je dirais, enclenché le scénario, et tous les scénarios d'ailleurs, pendant que ces recherches se poursuivent. Certes, des recherches qui sont une espèce de course contre la montre, et ça, ils le savent très bien. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que plusieurs communiqués, plusieurs sources autorisées sont amenées à apporter peut-être un peu plus d'éclairage dans les heures à venir pour non seulement rassurer le peuple iranien, rassurer aussi la région. Le peuple iranien, parce que je tiens à rappeler aussi que le président iranien a été, même s'il a été élu lors des dernières élections présidentielles, il a été taxé justement de président illégitime au vu de cette taux de participation très faible. Il a démenti ces accusations et ces rumeurs, puisque lors des législatives du mars dernier, il est sorti renforcé effectivement par un vote plébiscite du peuple iranien. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement l'équation est très complexe. Les événements peut-être s'accélèrent et seules les heures à venir nous diront de l'issue, en tout cas, de cet incident regrettable, fort regrettable d'ailleurs, et qui, je dirais, intervient à un point nommé dans un mauvais timing. Alors, vous avez rappelé un point essentiel, Badis. J'aimerais qu'on s'y arrête un tout petit peu. On rappelle, pour ceux qui nous regardent, que l'hélicoptère transportant les responsables iraniens, dont Ebrahim Raïssi, s'est produit après une rencontre avec le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à la frontière donc entre les deux pays, dans une zone inaccessible. Ils ont inauguré les deux barrages de Kiz-Kalassi, qui marquent un effort de collaboration significatif entre les deux pays. Il s'agit du troisième barrage construit conjointement entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Et lors de cette inauguration, le président a déclaré « Certains ne seront peut-être pas satisfaits », je lis sa déclaration, « certains ne seront peut-être pas satisfaits de cette relation de coopération. Cela n'a pas d'importance. Nos ennemis ne peuvent pas voir les progrès de l'Azerbaïdjan ni de l'Iran. » Avec tout de même, alors avant de poser ma question, tout de même des mesures prudentielles, puisque les recherches, à l'heure où nous parlons, se poursuivent. Alors je pose ma question. Quand il évoque ces mécontents, ces ennemis, entre guillemets, qui ne veulent pas voir les progrès entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, Ebrahim Raïssi parle de qui, selon vous ?
Il faut revenir à la genèse de cette hostilité, ces actions hostiles, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, que ce soit de l'Occident à leur tête les États-Unis, mais pas que. C'est-à-dire que même l'Union européenne, à travers la résolution 2231, d'ailleurs a été mise en stand-by quelque peu pour des raisons économiques et commerciales post-Covid. Ceci étant, c'est un pied de nez aujourd'hui vis-à-vis de l'Occident que de montrer qu'effectivement l'Iran prospère, l'Iran se structure, l'Iran, contre vents et marées, malgré toutes ces résolutions, toutes ces sanctions à son encontre, est sorti renforcé à travers les dernières élections, a été sorti aussi unifié, rassemblé derrière un projet, un grand projet qui est celui de l'essor, du rayonnement de l'Iran, mais pas que, c'est-à-dire aussi le rôle prépondérant et stratégique, notamment en matière de géopolitique dans la région. Je rappelle à ce propos et au passage un jalon très symbolique, celui du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite par le biais de l'intermédiation justement de la Chine. C'est un jalon très je dirais d'abord symbolique, mais aussi prometteur, qui va à l'encontre complètement de l'ADN géopolitique américaine dans la région, à vouloir justement isoler l'Iran coûte que coûte, d'abord avec les pays du G7, notamment du Golfe, mais aussi vis-à-vis des autres pays, notamment la Jordanie et également notamment la Palestine. Donc il y a ce revers, j'ai envie de vous dire, qui aujourd'hui joue pleinement, en tout cas, ou pèse de son poids dans l'équation géopolitique dans la région et qui pose problème, en tout cas, pour certains acteurs hostiles. Et à leur tête, j'ai envie de vous dire, actualité oblige, l'entité sioniste, rappelons-le, à travers ses actions hostiles et l'attaque qui allait à l'encontre de tous les principes et préceptes, et notamment la Convention de Genève, notamment sur la sacralité et la sanctuarisation des instances diplomatiques, avec cette attaque odieuse qui a coûté la vie de plusieurs vies dignes de nos notables iranien et qui a provoqué d'ailleurs un semblant de glissement, en tout cas c'était le vœu souhaité d'Israël, à savoir globaliser cette guerre dans la région et traîner l'Iran malgré elle dans un espèce de sondage de seuil de tolérance pour qu'elle rentre en guerre. L'Iran qui a d'ailleurs répondu avec une opération ciblée, stratégique, mais qui limitée surtout pour ne pas justement donner à moudre à l'entité sioniste et la propulser dans une guerre qu'elle n'a pas voulu, surtout qu'elle veut profiter, Israël, de cet élan de l'Occident pour peut-être, pourquoi pas, solder solder des dossiers latents comme le dossier iranien qu'elle juge l'ennemi juré, l'ennemi historique qui détient l'arme nucléaire et qui même menace l'existence d'Israël dans la région. Alors, Badis Nissan, ne tournons pas plus longuement autour du pot. Dès qu'on évoque cette région, l'entité sioniste n'est jamais loin. Preuve en est, le président iranien revient d'une inauguration avec le président Azeri, allié de l'entité sioniste. Il revient d'une inauguration d'un nouveau barrage entre les deux pays. Et on sait que l'entité sioniste est très présente en Azerbaïdjan, avec même quelques bases militaires d'ailleurs. Et on se rappelle du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, une guerre, un conflit de haute intensité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a été effectué avec l'aide de drones de fabrication sioniste. Les sionistes sont très présents en Azerbaïdjan. Très présents et surtout, comme vous l'avez dit, très actifs. Sur plusieurs secteurs et notamment sécuritaires aussi. Mais je tiens quand même à peut-être souligner un passage, vous l'avez évoqué tout à l'heure lors du discours, il y a aussi la question de la Palestine qui a été soulevée par les deux chefs d'État, notamment en matière de soutien indéfectible à la cause palestinienne et que la Palestine a le droit justement de vivre en paix avec un État proprement parlé et puis un État surtout qui est considéré en tant que tel. Donc la question palestinienne s'est invitée lors de cette visite. En revanche, et j'ai envie de vous dire, plus rien ne nous étonne quand on sait que l'entité sioniste s'est permis contre l'avis de tous et contre même d'ailleurs, je dirais, sans même prendre le temps de notifier ou de prendre l'aval justement des États-Unis, le soutien indéfectible de l'entité sioniste, s'est permise d'attaquer quand même un consulat dans lequel elle a tué, comme j'ai expliqué, des hauts dignitaires. Donc tous les scénarios sont plausibles, tous les scénarios aussi aujourd'hui sont possibles quand on sait qu'effectivement l'entité sioniste gagnerait
à non seulement traîner l'Iran d'une manière ou d'une autre dans une guerre globalisée, mais à défaut, pourquoi pas ne pas la fragiliser d'un point de vue front intérieur, quand on sait qu'elle vient de sortir à peine d'élections législatives où j'ai rappelé le président a été renforcé. Ceci étant, comme vous le savez pertinemment, plusieurs leviers existent au sein du Mossad, au sein du Shabak, au sein de tous les aspects, les leviers sécuritaires, notamment de l'entité sioniste, pourquoi pas user peut-être de cette possibilité pour mettre un terme au rôle de l'entité, de l'Iran dans la région, à savoir non seulement le soutien indéfectible à la cause palestinienne, mais aussi le pourparlers qu'elle mène avec les Houthis, et dans la région, elle a démontré qu'effectivement, elle pouvait être un acteur majeur dans l'équation sécuritaire et surtout dans le maintien de la paix régionale. Je tiens également à rappeler au passage un point très important de mon point de vue, qui est celui aussi, la récente déclaration de l'Iran à vouloir fournir des missiles balistiques à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Et cela a été d'ailleurs vu d'un Même des mauvais œil, drones. notamment. Absolument, a été vu d'un mauvais œil, a été reçu d'ailleurs par les États-Unis comme une espèce de, je dirais, Défiance. confrontation et défiance. Et d'ailleurs, l'Union européenne s'est empressée rapidement à vouloir, pourquoi pas, réactiver cette résolution 2231 contre l'Iran pour essayer de la mettre à bout et de la mettre à genoux. Alors un mot également, Badis, au sujet de la nature du pouvoir en Iran et surtout la manière dont il est réparti, c'est assez particulier. Alors le poste le plus puissant est occupé par le guide suprême actuellement, qui est l'ayatollah Khamenei. Il a autorité donc sur toutes les branches du gouvernement. Ebrahim Raïssi donc serait le deuxième plus haut fonctionnaire du pays. Le président, donc c'est le président, donc Raïssi, donc exécute les décrets et répond devant seulement le guide suprême, contrairement à l'exécutif d'autres pays. Donc le président iranien n'a pas vraiment un contrôle total sur le gouvernement. Cela serait l'équivalent, je ne sais pas, une sorte de Premier ministre, si on voulait faire le parallèle avec d'autres pays. Voire même peut-être de vice-premier ministre. J'avais évoqué tout à l'heure cette notion justement du modèle de gouvernance de l'Iran. C'est un État polycéphale, c'est-à-dire que vous avez effectivement deux axes principaux. Vous l'avez évoqué, le guide suprême et son gouvernement, y compris d'ailleurs le président qui effectivement fait figure de numéro 2 notamment de l'État iranien. Mais vous avez aussi, n'oublions pas, les gardiens de la révolution qui, rappelons-le, au lendemain de l'attaque de l'entité sioniste sur le consulat iranien, avaient rapidement communiqué sur l'intention de l'Iran à contre-attaquer au moment opportun. C'est pour vous dire qu'effectivement, ils sont décideurs, ils sont aussi maîtres dans l'équation de cette gouvernance. Donc c'est une gouvernance polycéphale qui permet à ce propos d'éviter de fragiliser, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la gouvernance iranienne, mais surtout aussi de pérenniser son modèle et de pérenniser sa décision politique et pérenniser aussi le maintien je dirais, de la stabilité et de la paix au sein de l'Iran. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui s'attaquer, en tout cas, si c'est avéré, parce que tous les scénarios, je ne veux pas, je dirais, il faut rester quand même Prudent, prudent bien sûr. dans ce cas de figure, mais en tout cas, c'est mal connaître l'Iran aujourd'hui de vouloir miser sur justement la déstabilisation de l'Iran à travers cette attaque, en tout cas il s'avère en tout cas cet incident, s'il est amené à coûter la vie du président de la République, puisque, comme j'ai expliqué, quelques minutes, voire quelques heures après l'incident, l'Iran était déjà sur le scénario d'après. Alors, l'Iran, sous le mandat de Raïssi, s'est beaucoup fait remarquer par sa volonté d'asseoir un ordre économique nouveau. Raïssi l'a dit lui-même à plusieurs reprises, il faudrait supprimer le dollar, qui est, pour certains, un synonyme de l'hégémonie américaine, mais surtout occidentale. L'Iran, le rappelle, est sous sanctions américaines ou occidentales depuis de nombreuses années. Et en janvier dernier, l'Iran et la Russie ont abandonné le dollar et l'euro et se sont affranchis du système SWIFT. On le voit, donc on est au-delà de la posture, on est au-delà de la rhétorique. On travaille ardemment à vouloir sortir de l'hégémonie du dollar, qui serait une menace par conséquent à l'endroit de Washington. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs le meilleur levier pour effectivement faire reculer l'influence, notamment des États-Unis, dans les pays qui
qui monnaie le dollar. Après, il faut aussi revenir sur un point fondamental qui est celui justement de cet Iran, comme j'expliquais tout à l'heure, qui a le luxe aujourd'hui et le choix de pouvoir sélectionner ses fidèles les plus alliés, ses fidèles aussi alliés économiques, stratégiques, sécuritaires, commerciaux, et c'est ce qu'elle s'attelle depuis quelques années déjà, peut-être avec une recrudescence accrue après justement l'élection du nouveau président Raisi. Donc, et ce qui permet aussi peut-être de créer un appel d'air. Je rappelle que des organisations comme le BRICS, comme le Sud globalisé, comme les pays non alignés, aujourd'hui sont davantage alignés sur une approche, je dirais, convergente, mais surtout une approche qui unifie les visions de tout le monde, y compris la vision de l'Iran, qui voit justement, d'abord avec cette résilience qu'elle a su démontrer, comme j'expliquais tout à l'heure, contre justement toutes les attentes, contre toutes je dirais les espoirs, notamment de l'Occident, à voir l'Iran à genoux. Elle a démontré que malgré toutes ces sanctions, elle a pu, effectivement, à travers une économie forte, à travers aussi une économie rentière, d'abord basée sur l'hydrocarbure, puisque je rappelle que l'Iran est l'un des pays les plus importants en matière de gisements pétroliers et gaziers, et notamment surtout en pétrole. Donc, c'est une Iran qui vit aussi économiquement avec d'autres pays, notamment avec la Russie, avec la Chine, donc en matière d'exportation pétrolière, et qui a démontré qu'effectivement, non seulement sa croissance a été quasiment stable et voire même qui était en forte augmentation ces dernières années, mais qui a su démontrer aussi qu'elle avait une force d'exportation notamment à travers d'autres pays et qu'elle pourrait justement tisser cet ancrage économique avec d'autres pays, pourquoi pas s'épanouir, s'affranchir justement avec ce point de départ qui est de sortir du dollar comme monnaie d'échange. Depuis, allez, on va dire depuis 80 ans, l'Occident mène une guerre ouverte à l'endroit de l'Iran. En 51, le Premier ministre Mossadegh qui opte pour la nationalisation de l'Iranian Oil, et on connaît la suite, il a été marginalisé, écarté, voire emprisonné. En 79, on trahit les Occidentaux, c'est le Shah d'Iran qui le dit, les Occidentaux m'ont trahi, ils ont choisi Khomeini dans un premier temps, et puis ils pensaient que Khomeini, son régime, entre guillemets, n'allait pas tenir. Ils se sont trompés, ils ont fait un mauvais calcul, son régime a bel et bien tenu. Ensuite, ils mettent en place une guerre entre l'Iran et l'Irak en pariant sur l'effondrement du système iranien. Le système iranien continue de survivre. Ils mettent des sanctions, ils tentent d'opérer des espèces de révolutions colorées. Et pourtant, l'Iran est encore là. Et peut-être que cet incident va encore prouver une nouvelle fois que l'Iran est plus solide qu'on le croit. Alors je vous pose ma question, d'où vient cette incompréhension entre l'Iran et l'Occident ? L'antitésoniste qui joue pleinement son rôle de perturbateur, notamment, puisque c'est lui le seul, je dirais, qui est touché de l'émergence, en tout cas, ou qui est impacté de toute émergence positive de l'Iran dans la région. Lui qui a accusé l'Iran de vouloir l'exterminer, de vouloir l'effacer de la carte géographique régionale. Donc, à force de vouloir justement isoler l'Iran, mais surtout aussi à l'acculer, à vouloir la traîner même dans une guerre globalisée, peut-être que cela parfois a fait l'effet inverse, puisque l'Iran, de son côté, s'est permise de rester sur ses positions stables et constantes et stratégiques, notamment à vouloir construire sur du long terme et non pas sur du court terme, et ne pas aussi s'engager dans des guerres, je dirais, diligentées, orchestrées, caractérisées par l'antitésoniste qui voit en son émergence dans la région, en son rôle prépondérant dans l'équation régionale, comme je dirais, un défi, mais surtout aussi une menace, puisque, rappelez-vous, l'Occident voit en l'Iran, à travers cette propagande millimétrée, et je dirais même endoctriner l'Occident à voir en l'Iran cet ennemi juré qui est là pour justement déstabiliser la région, mais qui est là aussi pour, d'après eux, ou en tout cas d'après la propagande israélienne, à vouloir porter atteinte à la sécurité régionale et à porter atteinte aussi à la seule démocratie entre parenthèses de la région qui est Israël. C'est vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que
y compris l'Occident, révise sa feuille de route et notamment son approche quant à l'Iran. Une Iran qui est forte aujourd'hui. Je reviens, et pour peut-être conclure, sur la déclaration de Trump lors de ses déplacements en campagne électorale, avait évoqué justement, s'il était élu, qu'il mènerait l'Iran vers l'étape des négociations, car il les considère comme des maîtres négociateurs, contrairement à Biden qui les voit comme un allié, une menace dans la région. Voilà en guise de conclusion, signé Badis Khnissa. Je remercie de nous avoir accompagnés pour l'échiquier international du jour. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'accident du président d'Iran, Ibrahim Raïssi, et son ministre des Affaires étrangères, qui sont portés disparus après que leur hélicoptère se soit écrasé. Restez donc sur Al24 News pour suivre éventuellement les développements de ces sujets. Je vous laisse tout de suite avec l'information en arabophone et je vous dis à demain.